Alors bonjour à tous, merci d'être venus à cette rencontre. C'est sous l'initiative de la compagnie du Filet d'Os qui joue ici dans le Off que nous allons parler de la relation entre marionnettistes et auteurs. Cette rencontre s'est construite en collaboration avec Théma, que je représente aujourd'hui, qui est l'Association nationale des arts de la marionnette et des arts associés, et qui a pour but de soutenir les initiatives de ses membres et de les accompagner. Et donc c'est aussi en partenariat avec le festival Off d'Avignon que nous proposons cette rencontre. Et nous avons le plaisir d'avoir Raymond Yana, président du Off, pour animer cette rencontre. Voilà Raymond, je te donne la parole. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que je n'interviens pas en tant que président du Off aujourd'hui, mais en tant que Raymond Yana, co-directeur artistique de la compagnie de la courte échelle, parce qu'aujourd'hui je revendique mon statut de compagnie aussi, qui travaille avec la marionnette depuis maintenant 36 ans. Et enfin, j'espère en tout cas que c'est à ce titre qu'on m'a demandé de bien vouloir intervenir et de parler de la thématique du jour, à savoir la problématique et la relation entre les auteurs et les compagnies qui travaillent autour de la marionnette, puisqu'en effet, j'imagine qu'un auteur, je ne suis pas auteur, donc je ne peux que l'imaginer, mais je travaille avec un auteur régulièrement qui travaille également en relation étroite avec la compagnie. J'imagine que pour les auteurs, on n'aborde pas la question de la même façon, et on est ici aujourd'hui pour en débattre. Et je vous propose de vous présenter donc dans l'ordre de proximité Guillaume Le Camus, qui va ensuite se présenter lui-même comme un grand, tout de suite maintenant. Guillaume Le Camus, metteur en scène, interprète, compagnie Morbus Théâtre. Ah, c'est très bien, ah, c'est formidable. Carole Martinez. Donc je me présente aussi, je suis romancière. Voilà, quoi, j'ai écrit 3 romans, Le cœur cousu, Du domaine des murmures et La terre qui tranche. Très bien, merci d'être présente. Julie Canadas. Bonjour, donc Julie Canadas, là je suis avec la compagnie de Filet d'Os, donc on a monté un spectacle qui est Cœur cousu, et je suis comédienne et marionnettiste. Magali Mougel. Bonjour, donc Magali Mougel, moi je suis auteur pour le théâtre et j'ai collaboré avec Joanne Hibert sur un spectacle qui s'appelle Elle pas princesse, qui est plus un spectacle qui aborde la question de l'objet. Merci, et enfin Joanne Hibert. Bonjour, ma compagnie c'est le théâtre de Romette, voilà. On dit juste ça, c'est ça? Ah ben tu dis ce que tu veux, Joanny. Bon bah je dis ça pour l'instant, allez. Voilà, vous entendez? façon... Non, on n'entend rien du tout. Vous nous entendez bien? On est en train de monter les retours, t'inquiète pas. Ah super, ok. J'ai déjà fait passer le message, on remonte les retours, gentiment. Alors donc, nous avons des auteurs, nous avons des artistes qui travaillent autour de la marionnette. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est travaille-t-on avec des auteurs d'une façon aussi, comment dirais-je, classique que pour du théâtre qui n'utiliserait pas de marionnette ou pas? Ou est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à la marionnette? Est-ce que ce travail-là se fait une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'il y a des échanges? Et comment fait-on quand les auteurs sont morts? Ce qui n'est pas le cas évidemment de ceux qui sont avec nous. Est-ce que ça change quelque chose? Donc je crois que Guillaume Le Camus travaille avec des auteurs, ils ne sont pas forcément morts, mais qui ne sont pas présents au quotidien, et ils ne sont pas non plus forcément vivants. Donc ça serait intéressant qu'on puisse partager la parole et qu'on puisse, pas expliquer, mais en tout cas proposer à toutes les personnes qui se sont intéressées à cette question-là d'avoir quelques infos. Ça vous va? Allez, on commence par toi. Toi, tu travailles avec des morts? Je travaille avec des morts, oui. Ah, alors explique-nous, comment ça se passe? Comment fait-on? Est-ce qu'on prend ce texte? Est-ce qu'on s'oblige au mot à mot? Est-ce qu'il y a, avec les ayants droit, une difficulté particulière? Ou est-ce que tu t'autorises quelques libertés? Comment ça se passe? Bah, du coup, le premier rapport, c'est la lecture d'un texte. Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les écritures de Patrick Kerman et Einar Müller, notamment. Bon, Kerman et Müller sont décédés. Voilà, lecture d'un texte, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous parle, et donc on veut monter cette pièce, tout simplement. Et après, on s'attaque au montage de la pièce.
c'est pas plus... Au mot à mot, ou est-ce qu'il y a... Parce que quelquefois, quand on travaille avec la marionnette, on sait bien que la marionnette, quelquefois, n'a pas besoin forcément de mots pour exprimer une certaine émotion. Voilà, on peut projeter sans mots. Oui, alors, bon, les auteurs que moi, avec qui j'ai travaillé et aussi que j'ai monté, même s'ils étaient déjà décédés quand j'ai monté, c'est plutôt des textes langues. Donc on est plongé dans une langue matière. Donc il n'y a pas déjà de psychologisme ou voilà, d'explicatif. Donc oui, on peut aller au mot à mot. Ça c'est intéressant, d'aller au bout de la matière langue, voir comment ça tient, comment le rapport à l'objet, comment le rapport à la matière présente sur scène tient, et qu'est-ce qu'on peut inventer avec ça, pour aller vraiment au bout du texte. Et puis après on peut s'apercevoir que pour des questions rythmiques, pour des questions d'espace, pour de multiples questions qui sont les questions du plateau, l'entièreté du texte peut-être ne fonctionne pas. Et là, dans ce cas-là, on commence un peu à enlever ou retirer quelques passages. Mais moi, ma démarche est plutôt d'entrée de jeu, de se dire je vais au bout de ce qui a été écrit. Carole. Alors, moi, j'ai fait de la marionnette jusqu'à l'âge de 12 ans. J'avais mon petit carrousel et tout, et j'adorais ça. Et après, je me suis complètement détachée du monde de la marionnette. Donc, quelle surprise quand tout à coup, sollicitation. Surprise. Non, mais vraiment. Mais ceci dit, j'ai toujours rêvé les marionnettes. C'est-à-dire que ça a toujours été un univers qui m'a fascinée. J'ai imaginé plein de choses autour des marionnettes. J'ai même commencé un roman à un moment donné avec des marionnettes, dans lequel il y a des marionnettes. Mais je ne suis pas spécialement allée voir le théâtre de marionnettes, je l'avoue. Et ça a été très étonnant parce que Le Cœur cousu a été monté par 3 troupes de marionnettistes. Et dès la première troupe, Arnica, je me suis vraiment intéressée justement à comment on construit un personnage à partir de mes personnages, comment ils font. Et ça a été magnifique. Alors après, le spectacle que Julie a monté, moi je dois avouer qu'en fait je ne l'avais pas vu avant cet après-midi. Donc ça paraît fou parce que ça fait combien de temps qu'il tourne maintenant? 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il tourne et je ne l'avais pas vu. Mais j'avais plein de lectrices du roman et de lecteurs du roman qui venaient me voir dans les conférences ou les séances de dédicaces et qui me disaient « Vous avez vu le spectacle de marionnettes de Julie Canadas ?» Non. De temps en temps je mentais, j'ai commencé par... Après j'ai menti, j'ai dit « Oui, oui ». Parce que c'était tellement bien d'après tout le monde que je me suis dit, mince, je loupe quelque chose, mais je ne pouvais pas y aller, c'était jamais à l'endroit où j'étais quand j'y étais, c'était un peu compliqué. Et Julie m'a contactée, et alors que j'avais jamais vu donc, son spectacle, elle m'a demandé d'écrire sa prochaine création. Et donc je l'ai vu, je lui ai fait totalement confiance, puisque les lecteurs et les lectrices me renvoyaient ça. Donc je lui ai fait absolument confiance, et puis je l'ai vu après au travail sur l'autre spectacle. Et là, cet après-midi, j'ai vu son spectacle, waouh! C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais c'est génial parce qu'elle est allée au ciseau. Hein. On va en parler. Elle est allée au ciseau dans le roman. On va en parler parce que la thématique, c'est justement comment ça se passe quand on passe commande. Joanie a passé commande à Magali, je crois. Est-ce que tu peux nous dire comment les choses se sont passées, pourquoi tu l'as souhaité, comment Magali a réagi et comment ça se passe maintenant? Oui, en fait, le projet a démarré par le centre dramatique. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait des blagues. Par le centre dramatique de Sartrouville, qui voulait que je crée un spectacle jeune public, qui était plutôt une petite forme. Je parle de ça parce que la question de la commande aussi aux auteurs, c'est souvent lié aussi à une forme. On nous demande des fois une taille de nombre d'acteurs, de nombre de personnages, etc. Donc moi j'avais aussi une commande en tant que metteur en scène. Je savais que je voulais travailler sur l'identité, puisque c'était un sujet qui traversait 3-4 créations. Et comme la commande était jeune public, j'avais envie de travailler sur l'identité garçon-fille. J'avais jamais travaillé avec Magali. J'avais lu plusieurs de ses textes dans des comités de lecture. On s'était rencontrés à l'ENSAT, où elle avait fait sa formation en tant qu'auteur. Et moi, c'est une période où j'enseignais avec des acteurs, et les auteurs aussi d'ailleurs. Et donc j'ai pensé à Magali pour écrire une pièce avec une commande assez précise, c'est vrai. Il y avait un sujet, il y avait un nombre d'acteurs et il y avait presque
un principe que je vais résumer très vite, qui était que je voulais travailler donc sur identité garçon-fille pour les enfants à partir de 7-8 ans. Je donne l'âge parce qu'évidemment, vous savez un petit peu, selon l'âge des enfants, le rapport à l'identité, le rapport au sujet n'est pas le même. Donc on s'était dit, voilà, 7-8 ans. Sur les clichés garçon-fille, sur ce que nous donnent aussi nos parents, et qu'en tant qu'enfant, on a l'impression qu'on doit répondre à ça. Voilà. Et ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait 2 monologues, un pour une comédienne, un pour un comédien, qui devaient se jouer dans 2 lieux différents. En simultané, exactement, donc qui devaient faire à peu près la même durée. Et à l'entracte, les 2 groupes de spectateurs inversent et voient l'autre acteur. Et ce que je lui ai demandé, donc il y avait beaucoup de consignes, c'était de faire une sorte de puzzle que l'on reconstitue en voyant les 2 formes. C'est-à-dire une histoire, après elle devait se débrouiller avec ça, mais une histoire qu'on pouvait reconstituer en voyant les 2 parties. Et je lui ai même commandé à ce moment-là, parce que je suis un tortionnaire, un 3e texte. On savait en fait que le texte allait être édité chez Actes Sud. Et je lui ai dit, ce serait super, si tu veux, ça c'était pas obligatoire, que tu écrives un 3e texte qui est une 3e partie du puzzle que l'on ne retrouve que dans le livre. Pour que les enfants qui ont vu le spectacle puissent relire éventuellement les 2 monologues et en découvrir un 3e qui est donc une 3e partie du spectacle. Alors Magali, quand on reçoit ce type de commande, de demande, comment on se met au boulot? Comment, en dehors du fait qu'on sait que Joanie c'est très difficile, mais bon, comment on fait? Paradoxalement, ça n'a pas été une commande difficile. Et, moi j'ai beaucoup l'habitude de collaborer avec des compagnies et avec des metteurs en scène. Et en l'occurrence, comme les choses étaient assez simples et que par ailleurs les préoccupations thématiques de Joanie recoupaient pleinement les miennes, il y avait un terreau, en tout cas de discussion, qui était extrêmement riche. Et puis quelque part, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du jeu dans tous ces motifs d'écriture. Et ça a véritablement été un texte où, paradoxalement, j'ai eu une totale liberté quant à, on va dire, l'histoire, enfin la fable, l'écriture de la fable et la manière dont elle s'agençait. Mais c'était un texte qui s'est travaillé en étroite collaboration avec Joanie, mais aussi avec les 2 acteurs, Jonathan Eckel et Delphine Léonard. Alors qu'est-ce que ça veut dire en étroite collaboration? Ça veut dire qu'on travaille chaque phrase, on voit si la phrase est manipulable ou si on la transforme juste par un silence parce qu'elle ne sert à rien. De quelle nature est cette collaboration? Dans un premier temps, on a d'abord appris à se connaître tous les 4, dans la mesure où Joanie, toi tu n'avais pas travaillé encore avec ces 2 comédiens. Moi je connaissais les 2, je les avais déjà vus jouer dans d'autres spectacles qui n'étaient pas nécessairement des spectacles travaillant autour de l'objet ou la marionnette. Donc il y avait déjà une façon de s'appréhender, un petit peu comme des animaux, comme ça il faut essayer de savoir comment on fonctionne. Et on a tout de suite été assez rapidement au plateau, et moi je sais que j'ai fait aussi un peu de plateau. Et tu arrives avec une proposition, avec un texte? Non, je suis arrivée sans Page texte. Blanche. Page blanche. Et il y a une première version qui est arrivée, je crois, à l'issue de la première semaine de travail, qui a été en fait la matrice de tout ce qu'on ne voulait pas. Donc c'était formidable. Et après, je suis arrivée avec une seconde proposition qui a été vraiment pour le coup la proposition textuelle qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Et on a passé beaucoup de temps à lire, à dire ce que j'écrivais, et très régulièrement je repartais dans ma chambre et j'arrivais tous les jours avec une nouvelle proposition. Voilà, donc ça a été vraiment un travail où on éprouve les choses. On a été même jusqu'à faire finalement la correction pour l'édition tous ensemble. Donc c'était assez, c'était un vrai travail de collaboration, et à un moment donné, moi j'ai disparu du processus de travail, et Joanie a poursuivi du coup pour le coup l'écriture avec le plateau, sans moi, mais voilà, la transmission du texte était faite en tout cas, et elle s'était écrite avec eux. Par rapport à ça, j'ai l'impression, en fait je crois, pour avoir travaillé plusieurs fois avec des auteurs sur des commandes, je crois beaucoup
à ce travail de dialogue quand c'est une commande, mais je sais qu'on en avait parlé un petit peu au début, je crois à l'entité de l'œuvre. C'est-à-dire que un auteur, comment je dirais, il faut que le texte soit complètement indépendant et autonome pour qu'ensuite il y ait un deuxième filtre qui est la question de l'interprétation et de la mise en scène. Et je pense que c'est très important d'essayer de retrouver ça. J'ai fait ça avec Marion Aubert sur Les Orphelines, sur plusieurs auteurs comme ça, qui sont des auteurs avec des écritures voilà, très, très définies, très fortes. Mais je trouve que la commande, c'est compliqué quand l'auteur est presque trop gentil et veut trop aller, c'est mon avis, mais il veut trop aller vers le plateau, veut trop faire le dialoguiste, entre guillemets, le dialoguiste de ce qui de ce qui doit se passer, de ce que on veut tous dans nos têtes de metteurs en scène, d'acteurs. On projette des choses, on voudrait qu'il se passe ça, ça, ça et ça, et on se dit, il n'y a qu'à mettre des phrases et puis ça va faire la situation. Et je crois qu'il faut laisser à l'auteur cette marge qui constitue une œuvre, une entité pleine qu'on peut remonter d'une autre façon. Voilà. Ou alors c'est un autre type de travail et puis on écrit tous les jours et puis on écrit quasiment oui, comme un dialogue au fur et à mesure, mais je crois quand même à cette force du texte intégrale et complète. Et la mise en scène, l'interprétation, c'est comme une sorte de deuxième étape au texte. Et Julie, est-ce qu'il y a la même méthode avec Carole par rapport à la commande, par rapport au spectacle qui est en préparation? Est-ce que ça se passe de la même façon ou pas du tout? Alors, il y a des allers-retours, effectivement. La commande, nous, on a sélectionné quelque chose qui nous plaisait énormément, qui est un conte, qui est le conte de la femme squelette, Inuit. Et à partir de là, on l'a proposé à Carole. Et nous, on avait commencé à développer certains personnages qui nous semblaient vraiment riches, dont par exemple un corbeau. On avait vraiment envie, qui est une manipulation à 4 mains. Et on voulait que ce corbeau, parce que dans la mythologie inuite, vraiment c'est très important, c'est celui qui a apporté la lumière. Avant, le monde était dans le noir. Le renard a été très content parce que lui, il pouvait chasser et voler tout ce qu'il pouvait. Et le corbeau en avait marre parce qu'il n'arrêtait pas de se prendre tout le temps des morceaux de glace, des icebergs qui traînaient. Et du coup, à un moment, de ses cris plaintifs et de ses croassements est apparue la lumière. Donc c'était très important pour nous parce qu'effectivement, c'est un peuple qui vit quand même, chez les Inuits, il y a vraiment une partie qui est 6 mois de l'année, quasiment, il fait une obscurité quasi absolue. Et puis 6 mois de l'année, la nuit ne se lève jamais. Du coup, voilà, on avait vraiment dit que ce corbeau de faire apparaître ce personnage-là qui serait un peu un fou shakespearien. Voilà, et puis ensuite on a posé quelques autres traits à cette histoire. Et puis on avait un quadrillage. Et ensuite on a présenté ça à Carole. Et l'action, on a commencé à avoir des allers-retours. Donc des premières parties de texte qui arrivaient. Et puis la confrontation effectivement avec le plateau, comme disait Joanie justement, effectivement il y a des choses, on essaie de confronter les mots et ça n'y va pas en fait, vraiment. Au plateau tout d'un coup on se dit mais on essaye pendant des jours et des jours sur une scène et en fait ça ne va pas quoi. On essaye de la confronter, voilà, et donc on a fait quelques allers-retours comme ça. Carole est venue en répétition. Voilà. Le fameux corbeau, moi au début, j'avais pas du tout envie de le faire causer. Je sais pas pourquoi, quoi, mais ça me disait rien. Et je leur disais, mais non, le corbeau, il est vraiment nécessaire. Et elle me disait, ah oui, on y tient. Et finalement, il a fallu du temps, c'est toujours pareil, un peu quand on écrit, des fois les personnages ils nous échappent, ils arrivent d'un coup. Le personnage du corbeau, finalement, c'est mon préféré maintenant. J'ai adoré le faire poser, mais il m'a résisté dans l'écriture, il me résistait. Et elle résistait aussi, elle ne voulait absolument pas lâcher son corbeau. Donc c'était... et puis il y a des choses auxquelles moi je tenais énormément, parce que les dents, par exemple, c'est très important dans l'univers inuit. Les femmes mâchent. Elles mâchent les habits des hommes avant leur réveil pour qu'ils puissent les enfiler. Elles mâchent, elles perdent leurs dents très jeunes et après elles s'usent les gencives et tout. Et moi je voulais des marionnettes qui mâchent. Et là j'ai une sorte de résistance. Elle mâche ou pas finalement? Elle va mâcher. Ah bon, ça va. Et pareil, elle m'envoyait des messages comme ça en me disant il faut absolument que la femme squelette elle ait des dents. Je veux qu'elle mâche toutes. Et elle me disait mais non, c'est pas possible, elle n'a pas de dents pour l'instant. Bon,
Mais des fois, il y a des trucs comme ça. C'est extraordinaire parce que moi, personnellement, c'est la première fois qu'on me fait une commande. Donc, je ne suis pas très apprivoisée encore. Donc, j'ai un côté un petit peu sauvage et elle me domestique. Enfin, elle essaye. Alors, Guillaume Le Camus, toi, tu es en train d'expérimenter actuellement un échange avec Gilles Offray. Tu peux nous en parler, puisque là, on se retrouve dans une situation un peu analogue. Comment ça se passe? Oui, donc Gilles Offray, il est bien vivant, il n'est pas mort. Et avec Gilles, en fait, on s'est rencontrés il y a assez longtemps à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon sur des rencontres auteurs marionnettistes, il y a 15 ans. Et on s'est revus et il y a eu l'idée d'expérimenter quelque chose ensemble. Et en fait, ça fait maintenant 2 ans où on s'octroie une sorte de semaine de labo où on cherche ensemble. Donc moi, des fois, je lui passe une commande sur tiens, tu m'écris quelque chose sur la tâche sur le mur. Lui, il me dit tu m'interprètes, je sais pas, la naissance du monde. Voilà, et on se donne des choses comme ça, mais juste qu'entre nous. Voilà, c'est ça, pas sur un projet. Et donc, c'est une rencontre, en fait. Comme avec plein d'autres artistes, c'est la même chose. Donc là, du coup, maintenant, on passe un cap qui est qu'effectivement, on va se lancer sur une nouvelle création qui rejoint mes thématiques actuelles. Moi, je travaille beaucoup sur la thématique de l'endurance. Et c'est aussi une thématique qui peut être fragile. Donc, voilà, les choses commencent les plaques commencent à se rejoindre quoi, entre nous. Et là, le sujet sera l'alpinisme. Voilà. Donc il y aura des moments suspendus, des moments de silence. Comment les auteurs écrivent le silence? C'est compliqué ça. Comment est-ce qu'on écrit le silence pour la scène? Souvent, avec la marionnette, il n'est pas nécessaire d'avoir du texte pour exprimer une émotion, pour avoir une véritable expression. Ça, donc, je pense que c'est Julie qui gère le silence. je ne sais pas, je pose la question, puisque vous travaillez ensemble. Oui, mais je pense que c'est Julie qui gère le silence. J'ai vraiment cette impression-là que voilà, le silence lui appartient. Quand je dis le silence, c'est le pas de texte. J'ai bien compris, mais c'est Julie qui le gère. C'est Julie qui va couper les mots, c'est Julie qui va faire son choix, quoi. Et c'est très impressionnant parce que moi aussi je suis allée sur le plateau, donc j'ai vu les marionnettes inachevées. Donc j'ai commencé à les voir, ça c'est très attendrissant. C'est très attendrissant de voir ce personnage inachevé, qui a encore une ossature de mousse, mais qui est déjà très expressif, qui est déjà là, et de voir son texte qu'on vient d'écrire, qui est déjà mis en bouche par les acteurs et par les personnages, parce qu'ils sont là, quoi. La marionnette, c'est absolument splendide pour ça. Moi, je trouve ça splendide. Donc, tout ça, c'est sa part à elle. C'est sa part à elle, et le plateau, en fait, c'est ça qui commande. Moi, elle fait ce qu'elle veut de mon texte, hein, après. Je gueule, je râle, je dis je veux et tout. Mais le pas de texte, c'est ton texte? Mais le pas de texte, c'est son texte et c'est son texte. Mais moi, c'est un vrai bonheur, ce pas de texte. Voilà, ce qu'elle en fait, moi, je trouve que c'est splendide. C'est splendide. Magali? Non, mais c'est une question difficile. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que dit Carole, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un endroit où l'écriture du metteur en scène prend en charge cette espèce du silence. Après, moi, je crois que c'est aussi inscrit rythmiquement dans l'écriture. Enfin, moi, j'ai une écriture qui, je ne sais pas si on peut la qualifier ici, qui est assez proche de l'endroit de la poésie et qui se pose la question, en tout cas, du rythme. Donc, nécessairement, ça crée une partition, et que le texte peut être saisi comme une partition, et que après, je pense que toutes les écritures n'ont pas le même rythme. Il y a des écritures qui sont beaucoup plus rapides et d'autres qui demandent une extrême lenteur. Et je pense que c'est ça aussi qui impose le silence, à partir du moment où on le saisit comme une partition à travailler, à scander, et le corps de la marionnette scande, et le manipulateur-acteur scande aussi. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait un échange avec le public? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on échange ensemble? Parce qu'on n'est pas là dans une conférence.
Mais je crois qu'il était important que les invités puissent aussi parler de leur travail pour que vous puissiez aussi vous réagir. Mais je sais, je reconnais beaucoup de visages et je sais que parmi vous, il y a des professionnels de la marionnette et qui ont peut-être aussi un témoignage à nous donner. Donc n'hésitez pas, hein, tous nos confrères qui sont là autour pour intervenir si vous le souhaitez. Est-ce qu'il est possible d'avoir des micros qui circulent dans le public? C'est possible? Voilà. C'est fait? Très bien. Voilà, alors on va laisser le temps normal pour que la première question arrive, et puis après je suis sûr que ça va s'enchaîner tout naturellement. Il ne faudrait pas que ça dure plus de 10 minutes, quoi. Alors je vous demanderai juste de vous présenter, s'il vous plaît, pour que, comme tout le monde ne connaît pas tout le monde, pour qu'on sache un petit peu comment positionner votre discours. Éloi Recoin, écrivain, metteur en scène et directeur de l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières. Cette question de l'écriture et de la relation de la marionnette aux écritures contemporaines centrale et me préoccupe depuis mes 20 ans. Je trouve qu'il y a une question qu'on pourrait peut-être poser au metteur en scène de la marionnette, c'est le rapport au texte, au théâtre. L'acteur se saisit du texte. Il l'incarne par sa présence au plateau. Mais aujourd'hui, dans la marionnette, on a plein d'autres manières de se mettre en relation avec les textes. Ce n'est pas forcément fondé sur la question de l'incarnation, de faire parler, de phraser le texte, comme on dit, de faire parler la marionnette. Tout d'un coup, un texte peut être adressé à une marionnette qui est silencieuse, elle est immobile, et son silence génère du mouvement dans le texte et dans le texte. Inversement, on peut aussi dissocier la parole de la marionnette, comme dans le Bunraku par exemple. Donc on a des dispositifs dans le monde de la marionnette qui montrent que ce qui est rassemblé peut être dissocié. Et donc ça offre des... Je ne dis pas que quand on écrit pour la marionnette, on pense forcément à des solutions techniques et à des dispositifs de ce genre, mais en tous les cas, il y a une multiplicité de manières de mettre en jeu ces textes, et le fait d'en avoir connaissance ne change peut-être pas forcément fondamentalement la donne, parce que je crois beaucoup à ce qu'a dit Joanny, c'est-à-dire fondamentalement l'autonomie des parties. C'est Heiner Müller qui dit ça, pour que le tout soit plus grand que ses parties, il faut que chaque partie soit d'abord un tout. Et plus le bloc texte nous résiste, quand bien même il nous résiste au plateau, je trouve que c'est justement là que, dans l'impossibilité de sa traduction au plateau, que l'invention naît. Donc plutôt que de s'en débarrasser ou de demander à l'auteur ajuste-moi la chose pour que ça rentre dans mes cases, c'est au contraire d'accepter l'impossibilité de la traduction au plateau. C'est l'impossibilité qui mobilise notre imaginaire magnétique et notre réponse de metteur en scène à ce que... voilà. Donc du coup, je trouve ça intéressant aussi en même temps la proximité de la commande et ses allers-retours et ce va-et-vient et ses ajustements. Et en même temps, je crois que dans ce mouvement-là, il est important de préserver ce que appelait Joanny, c'est-à-dire l'autonomie fondamentale des parties. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt pour abonder au débat. Alors comme ce n'était pas une question, on va vous redonner la parole s'il y a des questions ou une autre intervention qui vient enrichir nos débats. Donc on va réattendre. Je veux bien rebondir sur ce que dit Éloi, sauf si quelqu'un a une intervention. Par rapport à ce que dit Éloi, je crois que, comment dire, il y a aussi, parce que ce que ça induit, c'est est-ce qu'il y a une écriture pour la marionnette, spécifique pour la marionnette. C'est une question qui a été déjà beaucoup débattue, notamment à la Chartreuse. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été faits avec des auteurs, avec des compagnies. On a peut-être tous des manières différentes d'imaginer ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on écrit véritablement pour la marionnette? Moi, quand j'ai commencé à travailler avec des auteurs, je l'ai fait, sans trop vous raconter ma petite histoire, mais je l'ai fait parce que je n'osais pas travailler avec des grands auteurs de théâtre. Je me disais qui je suis pour prendre du Brecht, pour prendre du Heiner Müller, pour prendre, j'en sais rien, d'autres auteurs, et je me sentais pas capable en fait je me disais, est-ce que je vais bien tout comprendre, est-ce que je vais être au bon endroit de lecture de ces grandes pièces. Et donc comme j'avais en tête des sujets, des envies et des formes marionnettiques, j'ai commencé à appeler des auteurs et à leur dire, voilà, je voudrais
travailler sur tel sujet et de cette façon-là. Et assez vite, je me suis rendu compte que ces grands auteurs-là, vivants, qui étaient là et qui étaient disponibles pour le projet, ils abondaient beaucoup de choses et que ce dialogue, il devenait très très riche. Le premier, ça a été Histoire post-it, avec 5 auteurs. Il y a d'ailleurs Julien, qui est comédien, qui a fait ça avec nous il y a longtemps, en 2005. Voilà. Et il écrivait vraiment pour une forme. Mais assez vite, après cette expérimentation, je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas, il n'y avait pas d'écriture spécifique pour la marionnette. Il y a une écriture peut-être pour un projet défini, qui comprend de la marionnette, avec une esthétique donnée, avec une envie donnée, avec des marionnettistes qui souvent ont une envie d'image et d'esthétique qui dépasse souvent d'ailleurs la question de l'interprétation, voire de l'écriture. Souvent un marionnettiste va prendre plus de plaisir à créer un petit monde, tel un petit démiurge, et à mettre en scène un petit personnage qui va sortir du sable, j'en sais rien, je dis par exemple. Et puis des fois la question du texte, elle vient un petit peu en second plan. Ça dépend comment les gens travaillent, mais voilà. Et moi, en tout cas pour moi, dans mon travail de metteur en scène, qui cherche, qui essaye des trucs, qui se plante, qui recommence, voilà, j'ai compris assez vite que pour moi, la relation au texte, elle était fondamentale et qu'il n'y avait pas d'écriture spécifique pour la marionnette, qu'il y avait une relation avec l'auteur et qu'à partir de là, ça me projetait dans des univers dans lesquels parfois la marionnette intervient, souvent pour moi. Et par exemple, pour le texte qu'on a fait ensemble, je lui ai pas dit je veux que tu écrives pour la marionnette, je lui ai dit je veux que tu écrives pour les 2 acteurs. Et de fait, on a avancé, et dans ce spectacle, il n'y a quasiment pas de marionnettes. Il y a des objets qui représentent des personnages, mais c'est pas véritablement du théâtre d'objets. Je pense que je me ferais taper sur les doigts si les puristes du théâtre d'objets voyaient ce spectacle. En même temps, c'est pas dit que c'est du théâtre d'objets. Il y a de l'image, mais il n'y a pas de marionnettes parce que, pour moi, c'était l'écriture qui guidait le sujet, qui le guidait vers ce spectacle, et que pour moi, je fais des spectacles avec des acteurs, pour des acteurs, avec un texte. Et puis la marionnette vient par nécessité, par intuition, par besoin scénique, on va dire. Et il se trouve que souvent, ça revient. Mais voilà, donc sur la question de l'écriture pour la marionnette, parce que je pense que c'est intéressant ça. Est-ce que la marionnette parle différemment? Est-ce que c'est un débat que vous connaissez les uns et les autres, puisqu'il y a des visages qu'on reconnaît, mais voilà. Moi, je crois qu'avant tout, quand on fait des commandes, on est surtout des cuisiniers, en fait, des cuisiniers d'un projet, dans lequel on veut mettre des choses tous les uns et les autres. Mais je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait véritablement une écriture pour la marionnette. Ah mais c'est vrai qu'il y a des micros qui sont partis là. Ensuite, on va vous donner la parole. Non, moi non plus, j'ai pas. Il y a juste une réaction et après on vous donne la parole aussi. J'ai pas écrit en fait non plus pour la marionnette. J'ai écrit, j'ai construit les personnages et j'ai fait parler les personnages. C'est idiot, quoi, mais c'est voilà, je les ai construits. Finalement, je sais pas d'ailleurs ce que ça donne au bout. Moi, je trouve ça très beau ce qu'en fait Julie. Mais c'est vrai que je les ai presque construits comme des personnages de romans finalement. Voilà, et en fait, j'utilise toujours dans les personnages de romans des matières quand je les construis. C'est-à-dire que dans ma tête, au début, c'est de la pâte, quoi. C'est un morceau de pâte avec du charbon à la place des yeux, des trucs comme ça. Donc c'est toujours un peu des marionnettes. Et puis petit à petit, il s'étoffe et il m'échappe. Et j'ai eu la même sensation en écrivant pour Julie. Après, ce qui est fou, c'est justement qu'elle s'en empare et que ça devient, ça prend chair, ça devient autre chose. Et ça, c'est ça qui est beau. Enfin, c'est ça que je trouve magnifique, c'est cette métamorphose. Oui, allez-y. Moi, je voudrais poser une question à Julie Canadias, dont j'ai découvert aujourd'hui le spectacle, dont je suis encore sous le charme. Je voulais savoir si la marionnette préexistait au texte, ou si c'est le texte qui faisait naître la marionnette.
C'est les deux en fait, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des personnages qu'on imagine, qu'on a envie de manipuler après. Et c'est aussi le texte parfois qui nous. Enfin, ça dépend. Par exemple, sur Cœur cousu, le texte était déjà là. Et c'est les personnages de Carole. Donc forcément, c'est le texte qui nous a fait naître la matière, quoi. Voilà, les personnages, vraiment, on réfléchissait à ça. Comment transmettre cette vieille dame, cette vieille espagnole qui transmet cette boîte à sa fille, comment avoir des échelles aussi, des échelles différentes pour chacun. Et là, pour l'inverse, pour la commande, donc je crois que c'est vraiment des méthodes différentes. Quand on travaille sur un texte qui est déjà existant, nous, notre travail, ça va être vraiment de créer une identification à ces personnages qui sont déjà existants dans le texte. Et quand c'est un travail de commande, c'est plus effectivement d'abord les personnages et donc la marionnette qui va amener au texte. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes une créatrice de marionnettes ou une créatrice de spectacles de marionnettes? Non, moi je ne crée pas de marionnettes, mais par contre on travaille toujours avec Alexandra Basquin, qui est pour moi vraiment une petite accoucheuse, une merveilleuse accoucheuse d'âme, comme elle peut se dire parfois, voilà. Et c'est avec Alexandra qu'on a travaillé sur tous les spectacles, effectivement. Voilà, moi c'est plutôt, je crée des spectacles, et d'ailleurs je suis mise en scène. Hein. Voilà, donc on travaille en équipe, parce que c'est vrai que là on est vachement aussi sur l'individu, on se dit, mais voilà, enfin moi je travaille en équipe. Et donc c'est aussi assez collectif, quoi, malgré tout. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir donc avec ce que Johanny disait, ce que Éloi disait. Moi, je suis assez d'accord avec Johanny, voilà, sur ce qu'il dit. Moi, je pense pas de marionnette. Voilà, c'est mon point de départ peut être un texte, mon point de départ peut être un sujet, mon point de départ peut-être multiple. Et à un moment donné, c'est parce que du coup, la matière va faire nécessité sur le plateau qu'elle va venir. C'est-à-dire que je ne pense pas la forme avant. Et pour redire, pour aller dans ce que tu parlais, Éloi, donc oui, pour moi, il y a la marionnette au sens très très large du terme, c'est-à-dire que ça peut être une marionnette, crée un point d'immobilité sur le plateau. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est les relations entre le vivant, entre l'organique et l'inerte. Voilà, comment les choses vont bouger et comment une géométrie sur le plateau va se créer et va créer donc du coup du sens, de l'émotion, etc. Une prise de parole parmi vous? Oui, on va te donner un micro, Éloi. Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Non, juste par rapport à cette question d'écriture pour marionnettes, je ne crois pas du tout qu'il y ait des textes pour marionnettes et donc qui ne sont pas pour marionnettes, etc. Mais par contre, dans ma propre expérience personnelle, peut-être parce que je suis né dans une famille de marionnettistes, où j'ai vu construire des marionnettes autour de moi, que tout mon imaginaire de l'enfance est né de ces rencontres. Je crois que j'écris pour les marionnettes, comme je dirais que j'écris pour un être que j'aime, pour un acteur que j'admire. C'est-à-dire dans l'horizon de mon écriture, il y a la marionnette, mais pas comme une solution, une réponse technique ou qui serait là en avant du projet de mise en scène, mais comme un horizon d'attente de l'écriture elle-même. Voilà. Donc, mais après, dans mon expérience de metteur en scène, la question quand même, alors, il n'y a pas d'écriture pour marionnettes, et néanmoins je m'aperçois que quand on regarde de quels auteurs s'emparent les marionnettistes, alors au-delà de peut-être certains effets de mode, de suivisme, mais je ne crois pas. Je crois que si on s'empare des textes de Carole, c'est qu'il doit bien avoir des raisons, enfin que les marionnettistes s'intéressent à ces textes-là. Ou pourquoi Beckett, bien qu'on n'ait pas le droit, pourquoi Beckett c'est si formidable en marionnette et beaucoup mieux en marionnette qu'un acteur. Qu'est-ce que c'est que ces écritures qui laissent en effet peut-être un espace à l'écriture de la marionnette? Parce que la marionnette elle-même, elle a sa propre écriture par le mouvement, son propre rythme, sa propre rythmicité, qui est une manière de donner le sens. Il y a une donation du sens par le rythme de la marionnette en mouvement dans l'espace. Et donc, il y a des textes, Beckett par exemple, Rainer Müller par exemple, Racine, essayez Racine en marionnette, c'est super. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu développé à une époque, j'y crois pas trop, mais je l'ai dit quand même, une sorte de théorie des écritures maigres. Il y a des écritures qui ne sont pas saturées, qui permettent, qui sont des écritures trouées, qui
qui laisse cet espace de possibilité d'écrire par la marionnette. C'est drôle ce que vous dites par rapport aux écritures trouées. Parce qu'en fait, quand on parlait du silence tout à l'heure, je pense que c'est très intéressant de laisser sa place, normalement, au lecteur, hein, puisque c'est ça. Donc on troue le texte, puisqu'en fait, la plupart du temps, en fait, le fragment ou les choses lacunaires ou tout ça, ça permet à l'autre de faire entrer son imaginaire, ça permet à l'autre de créer son théâtre, que ça soit dans le roman, que ça soit finalement dans n'importe quelle écriture. Et j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'il faut laisser sa place au lecteur et que parfois l'auteur doit faire silence. Donc je pense que c'est valable à la fois dans le théâtre d'objets, dans le théâtre et dans le roman, dans toutes ces écritures. Et je vous imagine bien petit avec toutes les marionnettes autour de vous dans votre famille. Ah, je trouve ça génial. Quand vous avez dit ça, je trouve que c'est un personnage. Bah voilà autre chose, Éloi. Si t'avais su. Y a-t-il d'autres interventions? Y a-t-il des auteurs dans la salle qui souhaiteraient intervenir? Enfin, dans la salle, dans l'Agora, ça s'appelle l'Agora maintenant, ça, ici. Oui? Ce serait trop dommage de s'arrêter maintenant. Bonjour, vous je présenter? ne suis pas auteur, mais ça va quand même. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Claire Vialon, je suis constructrice de marionnettes et aussi interprète, mais plus constructrice. J'ai donné aussi des cours chez Alain Recoin longtemps. Moi, je rejoins l'histoire des trous dans le texte. Moi, je dirais même des textes de matière, de matérialité. Parce que quand je construis une marionnette, souvent, moi, c'est la matière que ça m'inspire qui va faire que le texte m'inspire un matériau, une matière qui va me faire le caractère du personnage. Et à partir de là, comment il bouge, comment il respire, son rythme, sa lourdeur, enfin, je m'attache à la sensation matérielle des choses, quoi, ce que le texte me donne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler à partir de texte. Voilà, c'était juste par rapport au trou. C'est la question que j'allais vous poser. Par rapport à la construction, elle intervient avant ou après? Comment ça se passe, la relation entre l'auteur, le metteur en scène et le constructeur? Pareil, je trouve que ça dépend aussi de si le texte est là avant. Et donc qu'on s'appuie sur un texte qui est déjà existant. Du coup, la construction, forcément, arrive après. Mais est-ce que le constructeur intervient dans l'échange, comme il pouvait y avoir tout à l'heure indiqué, un échange entre l'auteur, le metteur en scène, les comédiens éventuellement? Est-ce que le constructeur participe aussi à ce travail ou il arrive après? Non, le constructeur, enfin, nous en tout cas, on travaille ensemble, effectivement. C'est-à-dire vraiment, on réfléchit ensemble, on croque ensemble, on réfléchit à des matières ensemble. Mais n'a pas de rapport forcément au texte en tout cas, quoi. Enfin, voilà. Mais forcément c'est aussi induit du texte. Selon tel personnage, on va chercher quelque chose de filiforme, on va chercher vraiment des matériaux plus bruts, donc ça se crée ensemble et au plateau. Dans le cœur cousu, c'est le tissu, c'est le fil, c'est tout ça, et tu as toute une histoire en fait qui est liée à ça justement, puisque ta marionnettiste, elle a utilisé la boîte à couture de sa grand-mère dans mon souvenir, donc en fait il y a tout un lien, il y a tout un travail qui est fait ensemble autour de l'univers de ta marionnettiste, du texte, de tout. Il y a quelque chose de très, très personnel que la marionnettiste met dans ses marionnettes, enfin, je sais pas, je crois. Et là, par exemple, nous, c'est vraiment d'avoir rencontré le travail d'Alexandra qui a fait que j'ai monté Cœur cousu comme ça. Voilà. Ça peut être aussi ça, le travail avec un constructeur, quoi. C'est vraiment... voilà, je suis allée voir un spectacle, ces marionnettes étaient là, donc sur une autre compagnie. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, c'est comme ça que je veux le monter, parce que tout d'un coup, c'était logique. Je voyais que ce travail avec le tissu, avec le textile, que les traits sont tirés, brodés, enfin voilà, et du coup ça tout d'un coup pour Cœur cousu qui a un grand lien avec la couture, avec le matériau textile, tout d'un coup c'est devenu une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse appel à elle, et puis bon.
Et puis ça a fait match. Alors moi j'aime bien créer des instruments pour les acteurs. C'est-à-dire créer avec le plasticien, la plasticienne, tout dépend des projets, à partir évidemment du texte, des instruments de jeu qui vont être à disposition des comédiens. Donc ça veut dire que souvent, ça dépend des projets, ça change un peu, mais souvent on fait des prototypes que les acteurs découvrent. Et ils doivent souvent découvrir le vocabulaire de ces nouvelles marionnettes. Puisque moi, à chaque projet, on essaye d'inventer un rapport entre l'acteur et l'objet marionnette qui est pour nous, à ce moment-là, juste par rapport à la dramaturgie. Donc ça peut être la question de la matière, ça peut être la question du rapport d'échelle, ça peut être la question du rapport du manipulateur sur la marionnette. C'est souvent chez moi une question de matière. Par exemple, là, on a la chance de jouer Kraft ici à Avignon, qui est donc un personnage en papier qui danse face à un danseur. On est parti du texte de Kleist. Donc là, c'est une inspiration philosophique. Il n'y a pas de texte dans le spectacle, et ça a été le point de départ de l'invention de ce projet. Et on s'est dit, on veut qu'on joue sur l'éphémère de la rencontre et sur l'éphémère du temps de la représentation et du rapport au corps. Donc on voulait une marionnette qui se fabrique devant les gens. Donc très vite est arrivé l'idée du papier, et ensuite on a pris ce temps de construction, de se dire, et maintenant, ok, comment on construit un personnage devant les gens en moins de 5 minutes, et que ce personnage puisse danser, bouger, avoir des mouvements, etc. Donc à chaque fois, il y a l'interrogation de qu'est-ce qui est dans le texte, quelle est la dramaturgie. Tu parlais voilà, des fils, du tissu. C'est une chose qui vient du texte et qui emmène vers la plastique. Moi, ça me plaît beaucoup. Là, je vais la semaine prochaine commencer un travail sur un texte de Guillaume Poix où ça se passe au Ghana, sur une décharge numérique avec des ordinateurs, des télés. Et je voulais transcrire cette décharge, et je vous passe les filtres, mais on est arrivé à l'idée de la cire, que le sol et les personnages soient faits de la même matière. On est passé d'abord par l'argile, et ensuite on est arrivé à la cire. On est passé par Anish Kapoor, si vous connaissez ce plasticien qui fait des énormes blocs, des monolithes de cire. Et donc on est passé par là pour arriver à cette matière qui donc peut fondre comme si l'humain pouvait fondre et devenir la terre, devenir lui-même déchet. Voilà. Pour moi, le rapport à la construction, il se fait vraiment en amont, en réflexion dramaturgique, et ensuite comme des petits cadeaux qu'on donne aux acteurs, qui sont des instruments, qui ont leur vocabulaire. Ils galèrent un peu des fois avec au début, alors après il faut rajouter des tiges, modifier des élastiques, ou modifier des choses évidemment. Mais ça se fait souvent comme ça. Et ça, c'est une spécificité que les gens de théâtre ne comprennent pas. C'est qu'en fait, parfois au théâtre, on crée tout, et puis aux répétitions, on a les éléments et on fait. En fait, en marionnette, c'est comme si on doublait tout le travail des constructeurs, des plasticiens, des scénographes. On double ce temps. C'est-à-dire qu'ils travaillent, par exemple, 2 mois de construction en amont des répétitions, au moins 2 mois. Et puis si on a la chance d'avoir 2 mois de répétition, ce qui est rare maintenant, mais en fait, quasiment, les plasticiens sont là 2 mois pour continuer en fait à construire, ou pour ajuster, ou pour préciser des choses. Et en théâtre, on se dit c'est bon, un décor il est monté, on fait 3-4 bidouilles et puis c'est bon. Et en fait, peut-être s'il y a une spécificité dans l'art de la marionnette, de l'objet, de cet élément plastique, c'est que c'est un signe esthétique tellement fort qu'on a besoin que ça se fasse au fur et à mesure. Même si on a tout bien conçu avant, forcément c'est un objet qui prend cher, c'est un objet qu'on secoue, c'est un objet qu'on expérimente au plateau, qu'on doit pouvoir jeter, récupérer, aimer, détester. Et donc il faut que ça puisse se construire. Donc ça, c'est très long en mise en place. Et si les constructeurs restent 2 mois de plus, est-ce que les auteurs restent également 2 mois de plus? Ça dépend des projets. Est-ce que l'écriture peut changer en cours de répétition? Bah oui, par exemple, demain, je vais resserrer des boulons, changer des tiges sur un projet pour marionnettes, avec un metteur en scène qui s'appelle Simon Delattre, pour qui j'ai écrit un texte qui s'appelle Poudre Noire. Et
Moi, je suis de plus en plus présente au plateau. Mais déjà, en fait, je me suis aperçue qu'il était extrêmement important de transmettre sa partition, de transmettre son texte. Et je l'ai notamment beaucoup appris avec Joanie. Je trouve que c'est une présence qui est importante. Après, il arrive que je décide de m'éclipser totalement du processus ou de rester comme une petite souris, sans forcément avec désir de réintervenir, mais il y a aussi le fait, on va pas se leurrer, ça, je vais rentrer dans des petites considérations, mais on écrit les textes de plus en plus vite. En fait, on a des fois de moins en moins de temps aussi pour écrire. Moi je sais qu'en général, une pièce que j'écris seule dans ma chambre, je mets 2 ans, parfois plus, 8, 9 ans, pour arriver à la chose qui me semble la plus cohérente et que les choses s'accélèrent et que forcément la présence aussi au plateau et d'être avec les équipes fait que c'est toujours en travail et je crois que c'est important en fait. Il arrive que les interprètes bloquent. Oui, mais là je dirais que c'est pas mon problème. Mais c'est pas méchant, c'est-à-dire que je pense ça peut l'être si les interprètes demandent un changement. S'ils le demandent, mais en général, si j'ai bien fait mon travail, je pense que c'est à eux de trouver la solution. Ça rejoint un peu ce que disait Eloi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des fois dans des textes des choses qui sont de l'ordre de l'intraductible au plateau et que cet intraductible permet de créer de l'invention. Et je pense que les plus mauvais projets sur lesquels j'ai travaillé, en tout cas, moi, le travail en tout cas dont je suis pas fière, c'est les endroits où j'ai justement trop cédé et où j'étais trop dans le sens des demandes qu'on m'a faites en disant « Ok, ça marche pas, je comprends, je vais couper, je vais réécrire, je vais refaire. » Bon, ils auront tous des dents. Hein. Je le dis tout de suite. J'ai hors de question. Non, par contre, à contrario, moi, j'interviens pas. On parle ils ont tous des dents. Je pense que c'est aussi important de se dire que chacun est extrêmement compétent dans son domaine. Et je pense que je n'ai pas de conseils ou d'avis ou d'injonctions à donner au metteur en scène ou à l'acteur. Et comme je trouve aussi important que l'acteur n'ait pas d'injonction à dire au metteur en scène et aussi à l'auteur en lui disant « Non, ta phrase est très très mal écrite ». En fait, souvent, non mais ça arrive, hein. Il y en a qui sont très gonflés. Mal écrite ou bloquante, c'est pas nécessairement mal écrit, mais c'est... Voilà. C'est souvent qu'on préférerait cet autre mot, sauf que effectivement, l'écriture c'est aussi un acte poétique, un acte littéraire, même si le théâtre n'est pas toujours classé dans la case poésie, littérature. En tout cas, moi je revendique ça d'abord comme un objet de littérature, c'est pour ça que l'édition est importante pour moi, parce que c'est un objet littéraire avant tout et que on passe du temps à peser les choses, on passe du temps à s'interroger sur l'agencement des mots. On les éprouve aussi seuls ou avec les acteurs et quand on estime que la version est la bonne, c'est pas une coquetterie d'esprit en fait. C'est comme quand un constructeur vous dit « je pense que c'est ça le plus pertinent pour ce projet » il faut aussi être dans un rapport de confiance, je pense. Une prise de parole? Oui, madame, on va vous donner un micro. Oui, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Moi je suis auteure, je m'appelle Catherine Benamour, je joue à un spectacle Anna, la jeune fille intelligente. Au départ, j'ai pas du tout écrit pour la marionnette. Voilà, c'est un texte qui raconte l'histoire d'une femme analphabète qui a été mariée à 15 ans et donc qui apprend à écrire et du coup elle va trouver sa liberté. Et la metteuse en scène Ghislaine Baudou a eu l'idée d'introduire une marionnette. Mais donc c'est pas un spectacle de marionnette, mais la marionnette est un des éléments de la narration. Donc moi je raconte cette histoire parce que je joue et je me sers de la marionnette, comme Claire Vialon, qui est aussi une marionnettiste avec nous, qui la manipule exactement comme la mère du personnage d'Anna manipulait sa fille et la mariait de force. Donc moi c'est une découverte parce que vraiment je trouve que la marionnette apporte à la fois une distance et permet de prendre sur elle le pathos, disons l'émotion et du coup moi j'ai pas à la jouer et voilà donc je trouve que ça apporte beaucoup. Voilà. Vous auriez une question? Moi? Oui. Non. Non, c'était pour... c'est un témoignage. C'est un témoignage en tant qu'auteur
d'un spectacle, une Très belle bien. marionnette. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, là, si vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je voudrais poser la question aux auteurs. En quoi ce travail de commande, avec ou pas d'ailleurs la marionnette, vous a transformé ou vous transforme, et vers quoi vous voulez aller à partir de ça? Alors, comme j'ai dit, c'est la première fois. Hein. Donc c'est la première fois que je travaille sur commande. D'habitude, je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. Personne ne me casse les pieds du tout, du tout. Moi aussi, j'ai mis 15 ans à écrire mon premier roman. Et mon éditeur, de toute façon, n'a pas son mot à dire. Même quand il dit quelque chose, je trouve des arguments, donc ça va. Mais il me donne de très bons conseils quand même, hein, même si je... donc c'est vrai que la commande à la base, je me suis dit, déjà la commande pour le théâtre, parce que moi j'ai jamais écrit de pièce de théâtre, même si j'ai fait du théâtre, la commande pour des marionnettes, et la commande tout court, c'était un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai qu'au début je me suis posé la question, mais c'est un challenge aussi. C'était est-ce que je suis capable d'écrire pour quelqu'un? Est-ce que je suis capable de répondre à une demande? Est-ce que je suis capable... voilà, donc c'était une sorte de crash test. C'était est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux me plier à ça? Et il se trouve que bon, après, j'ai dit oui à Julie aussi. Hein, j'aurais pas dit oui à n'importe qui. J'ai dit oui à Julie parce que, je sais pas, j'ai senti que c'était possible. Je peux pas... Et c'est très agréable. C'est très agréable. Enfin, ceci dit, j'ai pas mis 5 ans à l'écrire. Hein. Donc, j'avais un cahier des charges quand même assez précis. Je pense que je m'y suis pliée. Bon, en renaclant, en machin, finalement en faisant un petit peu aussi, je pense que je voulais. Hein, mais j'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé ça très agréable en plus, cette matérialisation, quoi, quand on arrive sur le plateau et qu'on voit la chose en cours. Je recommencerai. Non, je recommencerai parce que je trouve ça c'est magique. C'est magique, la marionnette en particulier, c'est magique. Donc, j'espère qu'on me demandera de recommencer. En fait, c'est un peu une question qui peut amener à un autre débat sur le statut de la commande aujourd'hui. Mais je vais faire pas une réponse de Normand, mais je vais essayer de détourner l'aspect polémique qu'il peut y avoir autour de la commande d'écriture. Je me souviens juste d'une chose, et ça, je pense que ça détermine pas mal de choses quand je suis entrée au département d'écriture dramatique à l'ENSAT. Enzo Corman, qui n'est quand même pas un piètre auteur, nous a dit une chose assez incroyable. Il nous dit, quand on pose la question « Où est l'auteur ?», eh ben, il est toujours ailleurs qu'au théâtre. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que là, en gros, je choisis d'écrire en direction du théâtre, pour des acteurs, pour des metteurs en scène, pour un collectif artistique qui à un moment donné se réunit autour d'une question, mais l'auteur n'est pas là. Donc en fait, moi je me suis juste donné une mission, c'est d'être dans les théâtres. Et seul, si on est dans cet acte d'écriture solitaire, coupé des plateaux, et je pense que tous les auteurs peuvent témoigner de ça, c'est qu'il est compliqué qu'un texte écrit seul soit produit. Il y a une coquetterie peut-être de se dire c'est mieux de passer commande, comme si ce qu'un auteur écrit seul est toujours insuffisant ou imparfait, qu'il y a comme ça une espèce de truc gargarisant narcissiquement de se dire j'ai passé commande à. Ben moi je me dis ok, peut-être qu'il y a toute cette dimension, puis après bon, il y a aussi des dimensions pécuniaires, mais on va pas rentrer là-dedans, mais je me dis voilà, c'est-à-dire que notre endroit d'action c'est le théâtre, c'est pas ailleurs, quoi. Et je trouve que la commande est un bon espace pour ça. D'autres interventions? Nous avons encore une vingtaine de minutes à peu près.
Moi, j'ai une question à Carole Martinez concernant le projet sur lequel vous travaillez avec Julie Kenodas. Est-ce que vous avez l'envie, après, d'en faire un roman, ou est-ce que c'est pas encore en question ou... Ah non. Non. Non, 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 pour moi, c'est l'aboutissement, c'est le spectacle. Non, non, vraiment pas, quoi. Vraiment pas. En fait, le roman, c'est à part, c'est autre chose. Non, vraiment, ça m'a même pas effleuré. Ça m'a même pas effleuré, c'est un autre processus. Voilà, pour moi, enfin, même si les personnages arrivent et... en fait, le roman, pour le coup, c'est absolument ma zone de liberté totale. Donc, je pense que je pourrais pas répondre à une commande en roman. Donc, en bref, je me suis déjà fait mes petites commandes dans ma tête de roman et je crois que j'en ai pour les 25 ans à venir. Surtout que je mets entre 5 et 10 ans à écrire un roman, donc ça va pas. Je pense que je vais mourir avant de finir. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il était possible d'être monté quand même après. Oui, c'est ça. Après, c'est bien. D'autres interventions? On va se quitter avant l'heure. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors moi, oui. Ouais, moi, je voudrais juste rebondir sur votre question. Parce que je la trouve assez pertinente, le côté comment on est transformé. Et je pense que l'art, en gros, transforme. Et c'est aussi vrai à l'inverse. Moi, je crois qu'un roman peut nous transformer, par exemple. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le travail. C'est comment on est traversé et faire que, du coup, dans ce geste-là, on se transforme. Donc, je pense que ça... C'est vrai aussi, je pense, de la part de ceux qui écrivent et qui vont vers le vivant. Et c'est vrai aussi de notre part. Alors écoutez, comme il nous reste quand même un petit peu de temps, je voulais vous parler des prochaines dates qui sont prévues pour les rencontres. Le 14 juillet au Théâtre des Dons, l'art de la marionnette, art mineur ou art majeur. Et le 15 juillet, à la Maison du Théâtre pour enfants, le Polem présente sa charte. Alors, art mineur, art majeur, quand on a un peu de temps, je vous propose de démarrer tout de suite le débat. Comme ça, on va gagner du temps pour le 14. Et puis, nos amis qui prendront le relais le 14 auront déjà peut-être du public qui auront envie de faire l'épisode numéro 2. Alors ça, c'est une question qui se pose depuis des années. Il me semblait qu'elle ne devrait plus se poser. Éloi, tu veux dire un petit mot là-dessus? Je suis sûr que tu as un avis. Parce que quand même se poser encore cette question en 2016, tout de même. Mais c'est un art majeur qui a plus de 5000 ans d'existence, et qui est présent sur tous les continents, dans toutes les cultures. Donc voilà, c'est tout sauf un art mineur, mais c'est un art minoré, sous-financé par rapport à d'autres activités artistiques. Néanmoins, on est dans une phase, je dirais, dans une belle phase, une phase dont témoigne d'ailleurs la présence des marionnettistes sur ce festival, dans le IN comme dans le Off, avec des très beaux projets. Et le fait qu'on est en train de construire pour la première fois en Europe une école de la marionnette à Charleville-Mézières, que le métier de marionnettiste est enfin reconnu et va être inscrit dans la loi de création à l'automne. Enfin, il y a plein de signes qu'un diplôme national supérieur professionnel de l'acteur marionnettiste existe aujourd'hui. Donc voilà, c'est un art qui est en plein, et grâce aussi à la structuration de sa profession à travers Théma, voilà une profession qui affirme en tous les cas haut et fort la puissance de son art. Après, il faut donner des preuves éclatantes de son art, et c'est ça qui fait... Et il y en a. Il y en a aujourd'hui de plus en plus. Et donc, les preuves sont là. Donc c'est surtout, je crois, pour les gens qui ne connaissent pas le monde de la marionnette, la diversité des arts de la marionnette, d'aller à la rencontre de ces formes nouvelles de la marionnette contemporaine, de ne pas avoir peur et au contraire de se laisser surprendre par l'infinie diversité, plasticité des formes. Et de plus en plus, la marionnette, parce qu'elle est à la croisée de tous les arts,
est présente aussi, pas forcément dans l'espace dit de la marionnette. On la retrouve chez les chorégraphes, au théâtre, à l'opéra. Elle s'infiltre partout d'une certaine manière, elle dissémine sa puissance subversive. Voilà, donc je suis très très optimiste pour les années qui viennent. Même si, encore une fois, même le mot marionnette, comme son nom l'indique, hein, la petite Marie, voilà, elle porte en elle ce diminutif et souvent les marionnettistes, parce qu'ils sont... La marionnette a longtemps été pour les milieux, pour les gens qui n'avaient pas d'argent, pour les gens qui ne pouvaient pas aller au théâtre, c'était un art de substitution en quelque sorte. Elle porte en elle comme ça cette marque historique, mais elle est, peut-être pour le meilleur et pour le pire, elle est en phase d'artification, comme on dit. Elle devient reconnue comme un art avec ses formes, ses grands innovateurs, pour Joanie par exemple, ou Guillaume. Il y a eu, il y a quelques années, un vrai débat sur le terme marionnette. Est-ce qu'on dit marionnette, poupée, enfin bon. Le mot marionnette gênait les marionnettistes eux-mêmes. Ils se demandaient si ça ne les pénalisait pas, si ça ne les freinait pas. Et je crois que c'est fini ce temps-là. En tous les cas, oui, je crois que c'est fini. Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, peut-être au mot marionnette se substitue le mot marionnettiste. C'est-à-dire un théâtre de marionnettistes. On ne se pose plus la question de la marionnette, comme elle prend des formes tellement improbables, parfois. Au moins, on résout la question, on saute par-dessus la question du genre, on s'intéresse à ces personnes qui, quand bien même, par exemple, Joanie ne se revendique pas marionnettiste, et pourtant, il y a des plus merveilleux fait naître des marionnettistes. Je sors de Kraft là, l'après-midi, c'est juste, voilà, ceux qui n'ont pas vu, allez découvrir, c'est juste magique, comme on dit. Voilà, alors il y a énormément de propositions autour de cet art majeur. Je vous engage à regarder le document qui va vous être distribué si vous ne l'avez pas encore reçu. Découvrez toutes ces compagnies qui sont adhérents à Théma et qui défendent cet art et qui se battent depuis des années pour que enfin on arrive, on y est arrivé en fait. On y est arrivé, ceux qui se battent depuis des années, j'en fais partie, sont très heureux de voir qu'en 20 ans, on est passé de une compagnie, la mienne, à 40 au bout de 20 ans, c'est pas mal. Et puis il y a aussi maintenant beaucoup de lieux qui, notamment la caserne des pompiers ou à l'espace Alia ou dans d'autres lieux, où on privilégie aussi ce type de programmation. Et pour conclure, j'aimerais que nos invités, en tout cas nos compagnies, puissent rappeler le titre du spectacle, l'heure, l'endroit où ça joue, parce que c'est toujours comme ça qu'on conclut. Eh bien, nous, on joue un spectacle qui s'appelle 54 x 13. C'est au Théâtre du Centre à 15h55. 54 x 13, c'est un roman de Jean-Bernard Pouilly. On est dans la tête d'un coureur cycliste qui fait une échappée dans une étape du Tour de France. Voilà, relation à l'endurance, à l'effort, à la liberté, à la vie, au vivant. Et le travail en lien avec la marionnette, en fait, là, il est... Bon, je vais vous le laisser découvrir, mais il y a une petite sculpture donc, qui a été fabriquée par un plasticien et qui reste immobile tout le temps. Et il y a donc un travail corporel de l'interprète qui fait que parfois on a l'illusion de vie chez cette petite sculpture alors qu'elle n'est pas touchée. Voilà. Nous, on joue Cœur cousu de Carole Martinez, une adaptation des 80 premières pages du roman. Donc à Présence Pasteur à 16h tous les jours, on est en relâche le mardi. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des spectateurs dans la salle qui n'ont jamais vu de spectacle de marionnettes? Il y en a ou pas? Vous êtes tous des spectateurs de marionnettes? C'est bien, bravo. Non mais c'est important qu'on sache un petit peu quel est le public qui s'intéresse aussi à cette question-là. C'est normal en fait que ce soit un public plutôt de gens qui sont intéressés par l'art de la marionnette. Mais on a encore beaucoup de gens dans nos salles de spectacle qui découvrent encore un spectacle de théâtre
et qui disent, un peu comme la dame a dit tout à l'heure sur la question de qui est auteur et qui a dit moi j'ai découvert la marionnette et ça m'a embarqué vers des choses voilà, nouvelles. Il y a encore beaucoup de spectateurs qui ont peur des fois de franchir la salle de spectacle et puis je ne sais pas pourquoi, parce que la marionnette a quelque chose de populaire, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'ils viennent voir et que tout à coup ils renouent avec quelque chose du théâtre. Peut-être parce qu'il y a une chose de poésie, de naïveté qu'on prête facilement à la marionnette, enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors nous, le spectacle qu'on a créé ensemble, il ne joue pas à Avignon. Ça s'appelle Elle pas princesse, lui pas héros. Ça joue à partir de novembre. Non, on commence à Angers et on tourne toute la saison. On a la chance de le jouer pas mal en France. Donc si vous arrivez à le voir dans vos villes, voilà, Elle pas princesse, lui pas héros, écrit par Magali Mougel. Et là, à Avignon, on joue un autre spectacle inspiré du texte de Kleist, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Sur le théâtre de marionnettes, qui est un petit texte philosophique très, très passionnant. Et donc on s'est inspiré de ce texte, mais c'est un spectacle plutôt chorégraphique, une écriture chorégraphique. Ça s'appelle Craf, c'est à 15h15 et c'est au Chapeau d'Ébène Théâtre. Voilà. Un très beau lieu. Si je peux me permettre, je vais aussi dire que nous jouons Raconte-moi une chaussure à l'espace Alia et vous regarderez dans le programme de quoi il s'agit pour ne pas s'étaler. Merci beaucoup à Théma en tout cas d'avoir organisé ce débat et ceux qui vont suivre. Merci beaucoup de votre présence et tous les invités sont à votre disposition. J'imagine que vous n'allez pas partir en courant si vous voulez prolonger ce débat de l'autre côté en buvant un petit coup. Merci.